D'entrée, le ton est donné, hein, vous n'aurez pas ce pouvoir, ce crossover dans le livre, même le texte de cette voix off, évidemment. Le ton est donné, et si on suit l'allégorie, ce que le spectateur ne peut évidemment pas faire à la première vision, hein, c'est souvent comme ça que fonctionne la propagande, eh bien on voit qu'à côté des pays démocratiques, hein, on voit bien un long panoramique enchanteur, à côté des pays démocratiques, où on a conscience que notre monde est ou n'est pas le meilleur monde possible, traduire la citation, eh bien une enclave subsiste où règne le mal et la tyrannie. Montré dans évidemment Game of Thrones. Dans le livre, pourtant, Foxwood, qui représente l'Angleterre, le voisin de la ferme, de Game of Thrones, n'est pas finalement présenté de manière si accueillante que vous voyez dans le film. Il y a vraiment une mise en scène immédiatement qui met dans le bain, on va dire. Hein. On est là dans une manipulation. Alors, la seconde modification est d'une importance encore bien plus grande à mes yeux, enfin aux yeux de tout le monde d'ailleurs. Il s'agit de changer la fin du roman et de lui donner un happy end. Là où le roman se termine librement, dans la reconnaissance de l'échec de la révolution originelle et de sa dilution dans un modèle occidental, puisque Orwell a voulu singer la conférence de Téhéran avec Staline et des Alliés, le film, à la demande expresse de la CIA, se termine dans une seconde révolution qui met à bas l'ennemi haï, Napoléon, ce qui évidemment n'est pas le cas dans le roman. Pour info, Napoléon, dans la version française du film, a été traduit par César. Alors, il est évident que la fin du roman ne pouvait pas du tout convenir à une vision idéologique anticommuniste dans un contexte de guerre froide où il s'agissait bien de gagner une nouvelle forme de guerre, et notamment par le biais de la psychologie de masse. Aussi, la révolte des animaux, faisant suite à leur consternation, apparaît comme la mise en scène de la destitution du régime soviétique par le peuple lui-même, ce que les Américains voulaient absolument voir apparaître d'ailleurs ce qu'ils veulent voir apparaître dans toutes les révolutions qu'ils aident financièrement en tout cas et par la logistique, jusqu'à la mise en scène récente de la destitution de Saddam Hussein. Le film n'était bien entendu qu'un petit rouage dans cet immense appareil anticommuniste américain, mais financer le premier film de long-métrage anglais, ce que je n'ai pas dit, mais c'est le premier film de long-métrage anglais, sur un sujet adulte, en valorisant l'esthétique exigeante, n'était pas en soi une idée saugrenue. Mais il n'en s'agissait pas moins d'une trahison essentielle de l'esprit du roman. On va regarder maintenant la fin du film, un extrait de la fin. It now seemed that their world, which may or may not someday become a happy place to live in, was worse than ever for ordinary creatures. And another moment had come when they must do something about it.
modifie substantiellement le propos d'Orwell. Il y a d'autres modifications, d'ailleurs, en reprenant aussi des figures de propagande, des figures classiques de propagande, y compris de la propagande soviétique, et dans les plans, dans la composition des plans, dans la couleur, etc. Donc on est vraiment dans une reprise de la propagande et on transforme le message du film en un film de propagande. D'autres modifications mineures sont intéressantes, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler là. Elles visent à rendre globalement le film qui dure que 70 minutes, le film idéologiquement percutant, en mettant en valeur tout ce qui est justement progrès démocratique et au contraire en dénigrant tout ce qui représente le communisme. À tel point qu'un critique new-yorkais, après la première du film à New York, a pu dire « The communists never had it so rough ». C'est vraiment la vision qui est donnée du monde soviétique est jugée très négativement à l'époque. Deuxième possibilité d'adaptation, les animaux dans la lutte anticapitaliste, Animals de Pink Floyd, en 1977. Dans le second cas qui m'intéresse, donc Animal Farm est davantage une source d'inspiration qu'un objet d'adaptation. En effet, le texte d'Orwell n'est jamais repris littéralement, mais il sert de base au concept album de Pink Floyd. Bon, après, une première époque, Syd Barrett, je ne sais pas si vous connaissez, le premier chanteur du groupe, qui a fini par tomber dans la drogue. L'accession de Roger Waters à la tête du groupe est intéressante parce qu'elle a amené des lyrics très politiques, liés à la politique et à l'économie, sur fond d'un temps paranoïa. En tant qu'auteur principal de Floyd, entre la fin des années 60 et le début des années 80, il a été à l'origine, Roger Waters, de Dark Side of the Moon, avec son célèbre Money, un anticapitaliste, The Wall, avec Another Look in the Wall, qui est évidemment devenu un hymne pour les adolescents, en manquant de education, etc. La guerre sous toutes ses formes est particulièrement importante pour Roger Waters, notamment la Seconde Guerre mondiale, il est né en 1943, son père est mort au combat en 1944, mais aussi le conflit nucléaire qui revient régulièrement comme un rappel de la guerre froide, et même le conflit israélo-palestinien après la chute du mur. C'est précisément par le biais de la guerre que George Orwell a eu justement une influence directe sur les musiciens. La problématique du pouvoir totalitaire venant de manière presque naturelle, raisonnée dans les années 70, baignant dans la guerre froide, le contre-pouvoir et le punk. De manière paradoxale, Pink Floyd de la fin des années 70 porte un discours contestataire assez violent sur la société anglaise, plus généralement sur les institutions répressives au sein des sociétés occidentales, mais il s'est fait taper dessus énormément par le punk, par le mouvement punk, qui juge que ce sont des dinosaures en termes de composition musicale et qui dénigrent la lourdeur des textes, la lourdeur symbolique des textes qui n'est pas faux. Alors à la première écoute, il est difficile en fait de voir l'allusion directe à Orwell, ni, comme je crois que vous connaissez Animals, donc on voit Bad Station avec un cochon géant qui vole dessus. Première écoute, donc c'est difficile de voir l'allusion directe au roman, ni même à l'auteur, mis à part le terme lui-même, Animals. Cette influence se comprend quand on analyse le texte. Il est question très clairement de trois familles d'animaux, pigs, dogs et sheep, qui déterminent les rapports sociaux intangibles. Les cochons sont les chefs, qui font faire aux chiens un travail coercitif envers la race inférieure chargée de la besogne, les moutons. Si les moutons apparaissent depuis toujours comme des animaux dociles et peureux, les chiens comme des gardiens efficaces, etc., le rôle d'éminence grise donné au porc signe, entre guillemets, la provenance de la référence à Orwell. C'est lui qui, en effet, dans Animal Farm, a décidé d'inverser un cliché négatif sur les cochons en faisant de l'animal le moins noble l'animal, au contraire, le plus intelligent. Mais par-delà ce trait, c'est la fable en son entier qui est reprise par Waters en l'appliquant à la société des années 70 et plus particulièrement à l'Angleterre conservatrice et politique.